Sur le coup, j'ai d'abord essayé de comprendre c'était quoi l'objectif. Sincèrement, c'était quoi l'objectif? Est-ce que c'était pour que les populations les acclament alors qu'elles ne sont pas concernées? En toute objectivité, moi je l'ai découvert hier. Je l'ai découvert hier et immédiatement j'ai eu à rentrer en contact avec le président du groupe parlementaire du PSCI d'ailleurs, qui convoque même une réunion demain. À cet effet, à 11 h. Parce que ça fait maintenant 5 ans que nous sommes députés. Et nous avons... Moi personnellement, hein, je n'ai jamais utilisé corset pour mes déplacements. Je suis allé en France pendant ma mandature, je pense 2 fois. Je n'ai pas utilisé corset. Et l'hôpital américain, selon ce que j'ai appris, c'est qu'il faut payer 3 000 € par jour pour se faire soigner là-bas, pour se faire hospitaliser. Donc c'est cher. Donc, même si vous faites même une réduction même de 50% pour quelqu'un de l'opposition, ça reste toujours élevé par jour, parce qu'un député de la nation, c'est 3 millions par mois. On peut venir parler d'un avantage lorsque ça concerne tout le peuple, dans l'optique de faire en sorte que le peuple acclame. Mais on vient parler d'avantages qui concernent une minorité. Et on espère que la majorité qui n'est pas concernée par cet avantage acclame. C'est pas possible. Donc l'objectif ici, c'est de... Moi, je comprends, ça vient de moi, hein. C'est de faire en sorte que toutes ces populations qui considèrent que ce gouvernement doit partir, il faudrait qu'ils véhiculent le message pour dire voilà les avantages que les gens de l'opposition bénéficient. Donc ils sont de le même panier que nous. Ça ne vaut pas la peine que vous vous battez pour eux. Oh, il n'en est rien. Oh, il n'en est rien. Parce que moi, je le dis, ce sont eux, l'exécutif. Ce sont eux qui ont signé ce contrat avec Corsair, avec l'hôpital américain. Ce n'est pas les gens de l'opposition. Nous ne sommes pas demandeurs de ce qu'ils viennent de faire là. Si vous n'avez pas le moyen de voyager, vous ne voyagez pas. Si vous n'avez pas le moyen de vous faire soigner à l'hôpital américain, vous ne vous soignez pas à l'hôpital américain. Ce n'est pas, c'est-à-dire même s'il y a un rabat, il y a une réduction, même si elle est substantielle, il y a quand même quelque chose à payer. Donc, moi je pense que c'est une stratégie du gouvernement de faire croire à la population de se démobiliser. Donc, moi j'appelle vraiment les Ivoiriens à ne pas prêter attention à cela, parce que moi personnellement, comme je l'ai dit, je ne suis pas ni concerné, je n'ai pas le moyen d'aller me soigner à l'hôpital américain. Je me soigne en Côte d'Ivoire. Quand je vais voyager, j'utilise l'avion, je les paye. Si je n'ai pas le moyen, je ne voyage pas. Voilà, donc ce n'est pas, c'est un non-événement. Donc, au-delà de tout, ça montre clairement que toutes les annonces qu'ils ont eu à faire sur la santé, sur le développement de la santé, les hôpitaux qui ont été construits, équipés, le plateau technique de dernière génération, ça montre clairement que c'est un leurre, c'est du mensonge, parce que lorsque tu investis considérablement, comme ils prétendent l'avoir fait, la moindre des choses, c'est qu'eux-mêmes, ils expérimentent l'investissement qu'ils ont eu à faire. Mais ils ne le font pas. Ils sont toujours même en train de négocier, même pour des tarifs préférentiels,
à l'hôpital américain. C'est eux qui gèrent le budget de l'État, c'est eux qui sont l'exécutif. Pour eux, 3 000 $, 3 000 € par jour, c'est rien. Parce que ce n'est pas leur argent, c'est l'argent du budget, c'est l'argent de l'État, c'est notre argent qui est à leur disposition, qu'ils l'utilisent comme ils le veulent. Voilà. Donc, moi, je veux dire aux Ivoiriens que c'est la preuve que le combat que nous sommes en train de mener pour faire en sorte qu'ils quittent le pouvoir est un bon combat. Parce que, vous voyez, au Ghana voisin, on a eu John Atta Mills, ancien président du Ghana. Il est mort au Ghana, à l'hôpital du Ghana. John Rawlings, il est mort dans un hôpital au Ghana. Vous avez même Kufuor qui s'est fait opérer, ancien président, au Ghana. Le fait même qu'il soit mort dans les hôpitaux, sur place, montre clairement qu'il y a une confiance qu'ils ont de leur hôpital. Et qu'à plusieurs reprises, ils ont été se faire soigner là-bas et cela a permis de vivre. Donc ça leur donne la confiance de partir tout le temps se faire soigner là-bas. Alors que ici, nous avons Ahmed Bakayoko qui est mort à l'étranger. Amadou Soumaro qui est mort à l'étranger. Vous avez tous les grands hommes qui gèrent le pays meurent à l'étranger. Dans les hôpitaux étrangers. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas confiance aux infrastructures qu'ils ont mis en place ici. Voilà. Donc c'est pourquoi je dis que nous suivons le président Tidjane Thiam parce qu'il le dit tout le temps. Mettre le capital humain au centre de tout. Nous ayons une population, c'est-à-dire l'équité. L'équité. Mais ce qui vient de se passer là, ça n'a rien à voir avec l'équité. Parce que quand tu viens parler, faire une annonce, si tu te focalises sur l'équité, c'est que c'est tous les Ivoiriens qui en bénéficient. Ce n'est pas une partie. Quel que soit leur grade. Parce que l'équité, c'est que je suis député, je ne suis rien, je ne travaille pas. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Nous bénéficions tous des mêmes choses. C'est ça l'équité. Moi j'appelle les Ivoiriens à rester concentrés sur la lutte. Notre objectif, c'est de faire en sorte que ce gouvernement-là perde le pouvoir en 2025. On n'a jamais dit que ça allait être facile. C'est pas comme si on va à un gala, un dîner gala. C'est une lutte qu'on mène. Donc le président Tidjane Thiam l'a annoncé à plusieurs reprises qu'il y aura beaucoup d'embuscades. Parce que venir au pouvoir, ce n'est pas facile. Donc nous considérons que ce qui se passe au niveau de la justice, c'est politique. C'est politique parce que nous avons en face de nous le président Alassane Ouattara, après que Gbagbo ait organisé les élections en 2010, où le PSI l'a soutenu et puis l'a gagné. En 2015, il n'a pas eu d'adversaire. Il était candidat et il a eu Afin Guessan. Mais Afin Guessan était confronté à un problème de division. Le FPI, il y avait un groupe de Gbagbo, il y avait lui. Donc, il était même fragilisé. Et ils ont validé sa candidature parce qu'ils étaient convaincus qu'ils allaient le battre. Et en plus de l'appel de Daouko du président Bédié, où ils ont supplié le président Bédié de ne pas être candidat. Donc, la preuve est que il n'a pas l'habitude d'affronter d'adversaires coriaces. Il affronte que ceux qui sont fragilisés. Il affronte que ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas d'organisation vraiment sérieuse. C'est ce qui explique... Et on a eu encore en 2020, où encore il y a eu la désobéissance civile. Parce qu'il a eu à éliminer Mabri Toikeuse, éliminer Amontano, éliminer Mamadou Koulibaly et espérer qu'il y ait une solidarité de l'opposition vis-à-vis de ces derniers-là. À part Mamadou Koulibaly, les deux autres sont répartis au RHDP. Mais ça lui a permis de choisir son adversaire qui est Kakabé. Et il a gagné au les mains. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'avoir de challenger sérieux. Donc, après avoir éliminé Gbagbo, le président Gbagbo, après avoir éliminé le président Soro-Guillaume, après avoir éliminé le ministre Charles Bié-Goudé, l'adversaire le plus sérieux, c'était le président Tidjane Thiam.
Donc, ils ont essayé de le dénigrer au maximum pendant une bonne période. Ils ont vu que le dénigrement n'a pas marché. Et maintenant, ils ont sélectionné des personnes au sein du PDCI encore pour créer, parce que c'est ça, c'est la fabrique du RHDP, du RDR. Ils ne font jamais de combat frontal. Ils utilisent toujours des SBI pour essayer de montrer au monde entier que non, c'est un problème interne au PDCI RDA. Mais nous qui vivons en Côte d'Ivoire, nous savons très bien que ce sont eux qui sont à la manœuvre. Et que l'appareil judiciaire du président de la République est le chef suprême de la juridiction, c'est-à-dire de l'appareil judiciaire. Alors, honorable, est-ce que vous avez espoir que le président Tidjane Thiam sorte victorieux de cette tempête que traverse le PDCI et son candidat? Si nous n'étions pas convaincus, nous n'allons pas mener cette lutte-là. Parce que ça fait partie aussi de la lutte. Le président Houphouët-Boigny a eu à mener un combat face aux colons. Et lorsqu'il menait le combat face aux colons, il n'avait pas l'unanimité autour de lui. Les colons ont eu à utiliser certains de ses compagnons pour le combattre. Mais au finish, la Côte d'Ivoire a connu son indépendance. Donc il y a eu des luttes. Il y a eu des luttes. Le président Gbagbo face au président Houphouët, il y a eu aussi des luttes. Mais le président Houphouët-Boigny pouvait aussi, parce qu'il était tout puissant, pouvait aussi utiliser l'appareil judiciaire pour éliminer Gbagbo et choisir lui-même son adversaire pour gagner les élections en 90. Mais parce qu'il savait que son parti était vraiment très bien implanté sur tout l'étendue du territoire national. Et qu'il ne trouve pas d'inconvénient d'affronter Gbagbo. Mais vous pensez qu'il n'y a pas eu des gens autour du président Houphouët-Boigny qui ont dit au président Houphouët-Boigny que Gbagbo ne doit pas être candidat? Il y a eu des gens qui lui ont dit. Il y a eu des gens qui lui ont dit non, il ne faut pas l'autoriser à être candidat face à toi, c'est une humiliation. Il faut qu'on utilise la justice pour l'éliminer. Mais le président Houphouët-Boigny dit non. Alors pour vous, Thiam sera candidat en 2020? Je le dis et je le confirme. Les élections, une élection présidentielle, il y a une campagne. C'est des adversaires qui s'affrontent. Et c'est le peuple qui choisit le président de la République. Ce n'est pas le palais judiciaire, ce n'est pas l'appareil judiciaire, ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas l'exécutif qui choisit qui va être le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. C'est le peuple. Et ce que le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est un problème que tous les Ivoiriens aujourd'hui à l'unanimité considèrent que c'est de l'abus. Et face à l'abus, c'est un harcèlement judiciaire, mais qui est piloté par le pouvoir en place. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour qui que ce soit. Même aujourd'hui, les gens de la communauté internationale ont compris que le RDR ne veut pas avoir d'adversaire. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le fait que le président Tidjane Thiam soit rentré dans l'arène politique a permis d'abord à tous ces cadres qui travaillent dans les institutions, dans les entreprises, qui considéraient que la politique est loin d'eux, parce qu'eux, ils ont déjà reçu dans leur vie, ils n'ont pas besoin de prendre des risques et tout ça. C'est des jeunes cadres. Hein? Et depuis qu'il est arrivé, ces jeunes-là sont rentrés en masse en politique. Et ont pris leur carte d'adhésion au PDCI-RDA. Et plus il y a des jeunes qui s'intéressent à la politique, qu'ils le veulent ou pas, il y a un impact qu'ils apportent sur les débats, sur les panels. Donc, je veux dire, c'est le président Thiam. Sa venue en politique a redynamisé le PDCI-RDA. Et ce sursaut vient des jeunes, parce que la Côte d'Ivoire, c'est près de 75% des jeunes qui sont en Côte d'Ivoire. Et ces derniers-là voyaient la politique de loin. Aujourd'hui, ils y sont entrés.
Et cette jeunesse impulse une dynamique. Donc, cette dynamique qu'ils ont impulsée font que ils sont sur tous les plateaux, ils sont sur tous les panels où ils discutent. Nos parents de troisième âge et autres, puisqu'on les enfants aussi, participent à ces panels. Donc, elles écoutent et ça leur donne de l'espoir. Parce qu'elles aiment le PDCI, tout comme toujours, attendent pour aller voter. Mais elles comprennent aujourd'hui, c'est-à-dire cet abus qui est exercé sur leur parti, qui est considéré comme leur seconde religion. Donc, ces jeunes-là se reconnaissent plus au président Tidjane Thiam parce que, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, le président Ouattara, il a 83 ans. C'est un grand-père. Donc, son avenir est derrière lui. C'est fini. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, en réalité, c'est une manière c'est une lutte qu'il est en train d'effectuer par procuration. C'est pas pour lui-même. Parce que, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a 83 ans, qui a un projet de construction d'une maison où il va dormir? Ça ne fait pas partie de ses objectifs aujourd'hui. Parce que ce qui le préoccupe plus, c'est sa santé. Voilà. Donc les jeunes, là, ils savent que la personne de Thiam, ils voient qu'il y a quelque chose qui est présent. Il y a une possibilité d'un changement. Et sa posture de faire de la politique autrement. Et on le voit qu'il a impulsé cette dynamique-là. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le PDCI, qu'on jugeait amorphe, toujours assis au bureau, bureaucrate et autres, les doyens sont toujours là. Mais c'est une nouvelle dynamique qui est impulsée par ces jeunes. Et il est aussi sur le terrain. Il vient aussi avec nous. Parce qu'il accepte les propositions qu'on lui fait. Vous voyez souvent, il est parti dernièrement à 2 reprises sur un panel TikTok. Vous voyez? Parce qu'il veut être proche de la population le plus possible. Mais il y a des gens du troisième âge qui ne sont pas d'accord. Non, tu as désacralisé le président. Mais les jeunes sont contents. Les jeunes sont heureux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes, ça ne les dérange pas d'investir la rue, de marcher avec... Mais vous voyez qu'on marche, à l'image du PSI, on ne casse rien. On ne brûle rien. Mais c'est au niveau national. Ce n'est pas seulement qu'Abidjan. Vous avez cité même des villes au nord. Mais il y a eu Odjene, il y a eu Feke, il y a eu Korogo, il y a eu Minignan, il y a eu Sisegela, il y a eu Sinimachali. On a eu des marches à l'ouest, on a eu des marches à l'est, on a eu des marches au centre. Et au sud, à Zopé, à Dabou, à Coupé. Au sud, c'est toute la Côte d'Ivoire au niveau national. Bon, d'abord, par rapport au canal, je tiens à remercier le président Charles Blé Goudé d'avoir porté son choix sur moi. Vous savez, Charles Blé Goudé, c'est... On dirait que vous partagez la même fougue. Hein? C'est lui qui nous a inspirés. Mais maintenant, il dit qu'il est devenu plus mature. Maintenant, il dit qu'il est devenu plus mature. Donc aujourd'hui, il parle beaucoup de paix. Voilà. Et bon, nous, on ne parle pas de guerre. Voilà. Mais nous, on a cette fougue-là. On est déterminés parce que lorsque vous aspirez à ce que les choses changent, il faut être déterminé. Il faut être déterminé et puis assumer toutes les conséquences qui vont avec. Parce que nous sommes convaincus que nous menons le bon combat. Et donc il m'a fait honneur de me choisir parce que bon, apparemment, comme il l'a expliqué, il se reconnaît en moi. Voilà. Comme lui, il est devenu plus mature, il ne peut plus faire certaines choses. Donc moi, il sent que je peux relever ce défi-là. Donc je le remercie. Et parallèlement à ça, le 31 mai, l'activité aura lieu. Donc c'était déjà communiqué. On essaie de prendre un espace vraiment très grand. Parce qu'il y aura du monde. Mais comme d'habitude, le RDR essaie de nous empêcher de pouvoir avoir un espace. Donc nous sommes aussi en train de travailler pour avoir l'espace. Un site à la grandeur de l'événement. Et si ça persiste, dans tous les cas, le 31, la manifestation aura lieu. La manifestation aura lieu, donc on essaie de mettre un peu la main sur certains sites. Et nous avons pu avoir certains sites déjà, mais on va maintenant essayer de voir le site le plus adapté par rapport à la mobilisation. Moi je peux vous le dire, hein, on ne peut pas avoir
le PDCI aujourd'hui qui mobilise énormément à tous les niveaux, avec COGEP qui a sa base électorale et qui, avec Charles Bégoudé, nous savons là sa capacité de mobilisation. Madame Simone Babo avec MGC qui a aussi son monde. Nous avons le FPI, Nafin Guessan, malgré la division qui a prouvé à maintes reprises qu'il y a encore du monde au FPI. On ne peut pas faire un événement avec ces quatre grands partis majeurs. Il y a d'autres partis, hein, mais il faut se dire la vérité. Oui, je veux dire que le PPAC fait son événement. Déjà, il faut les remercier parce qu'ils avaient programmé leur manifestation le 31 mai aussi. Et ils ont décalé d'une semaine pour nous permettre de pouvoir faire notre activité. Et après, la semaine qui suivra, ils feront leur activité. Donc, ça montre clairement qu'il n'y a pas d'animosité entre nous. Ça va arriver. Parce qu'en réalité, c'est le même combat que nous menons. Nous parlons d'élections apaisées, inclusives, que tout le monde soit candidat. Nous parlons du problème de la CEI, nous parlons du problème de la RLE, de la liste électorale. Donc c'est le même problème. Mais seulement que eux, ils ont leur manière de procéder. Nous aussi, nous sommes dans une dynamique. Donc, qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, nous allons nous rejoindre et mener le combat ensemble. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, comme manifestation, au niveau national, au niveau d'Abidjan et au niveau international aussi, parce que vous voyez que notre président, il est un peu partout sur les plateaux télé, il va aussi à l'épaté à l'Union européenne la dernière fois. C'est un lobbying, c'est nécessaire. Il est sur le train de Ouattara ou bien? Non, on n'est pas sur le train de Ouattara, mais je veux dire que une élection, ça ne se gagne, ce n'est pas seulement qu'à Abidjan. Ce n'est pas seulement qu'au plan local. C'est à tous les niveaux. Parce que vous voyez que si ça n'avait pas d'impact, le RHDP n'allait pas envoyer ses émissaires, ses ministres et tout ça pour aller faire un contrepoids par rapport au lobbying qui se facture à l'étranger. Parce que s'il n'y avait pas de lobbying à l'étranger, ici, ils allaient être à l'aise. Considérer que non, on ne mobilise pas, on n'est pas nombreux, on ne représente rien. Mais parce que les images que nous avons ici, et nous arrivons à les véhiculer, et on a le président qui est là-bas, qui les présente, comment en fait il y a des mobilisations qui s'effectuent ici pour monter le mécontentement. Voilà. Quand ils ont organisé le CEO Forum ici, qu'on le veuille ou pas, ça n'a pas eu d'audience. Parce que la mobilisation des femmes a eu plus d'audience que le CEO Forum. Les femmes du PDCI-EDA se sont plaintes pour dire que non, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe dans le pays. Moi, sur ma page, nous sommes à plus de 1 800 000 personnes qui ont visualisé leur manifestation. Tout ce que nous faisons au jour d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces abus-là puissent s'arrêter et qu'on puisse aller sur la table des négociations pour discuter. C'est ce message que vous voulez envoyer le 31. C'est ce message-là, parce que la coalition est une coalition pacifique. Donc nous ne voulons pas qu'il y ait de mort d'homme. Donc nous faisons tout notre possible pour demander au pouvoir en place de venir s'asseoir sur la table des négociations pour qu'on puisse éviter un embrasement de la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que il ne faudrait pas qu'ils aient l'impression que c'est une source de faiblesse de notre part de vouloir toujours parler de paix. Dans l'opposition, là, quand vous allez au Sénégal, qu'on prend toujours comme exemple, c'est l'opposition qui ne voulait pas discuter. C'est l'opposition qui était sans état d'âme vis-à-vis de Macky Sall. Macky Sall les appelait à la négociation et ils refusaient catégoriquement. Ici, c'est le contraire. Ici, c'est le contraire. Mais quand ils refusaient catégoriquement, il y avait des affrontements. Avec des pierres, des pneus qui étaient brûlés, des casses. Et aujourd'hui, ça portait ses fruits. Mais nous sommes en train de faire, c'est-à-dire nous sommes le Macky Sall et c'est le pouvoir en place qui veut se comporter comme Ousmane Sonko. Et ils ont même le culot de nous dire si vos candidats sont pas éligibles, faites comme le Sénégal. Si on doit faire comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire sera ingouvernable. Parce qu'il ne faut pas que vous oubliez que pour que Ousmane Sonko puisse être président de la République, jusqu'à la dernière minute, il n'avait pas de plan B. Il y a eu un affrontement sans état d'âme.
Bon, moi personnellement, hein, en toute honnêteté, je ne considère pas ça comme un défi. Nous sommes convaincus que comme vous l'appelez le défi, sera relevé. C'est pourquoi je suis vraiment... Vous n'avez pas encore vu que j'ai commencé à tourner. Hein. Non, je vois voilà, pas, parce que je suis... Parce que ça vous inquiète. Non, parce que nous sommes sereins. Nous sommes sereins parce qu'aujourd'hui, il y a une dynamique qui est là. C'est que nous sommes confrontés à des abus, dont tous les Ivoiriens se reconnaissent dans ces abus. Nous sommes confrontés à un problème sérieux, par exemple, où on décide d'échoir de la nationalité ivoirienne, tous les Ivoiriens qui ont acquis une autre nationalité. Donc ces derniers-là, au jour d'aujourd'hui, si on veut se focaliser sur la jurisprudence Siam, perdent automatiquement tous les biens qu'ils ont pu acquis sur le territoire ivoirien. Donc tout ça, c'est des frustrations. Et puis, un pain béni de Dieu, voilà, ils sont sortis encore avec cette histoire de corsaire et putain américain. Les Ivoiriens en ont marre. Les Ivoiriens en ont marre. Donc à partir du moment où on sent qu'il y a beaucoup de frustration, les gens sont fatigués, les gens en ont marre des frustrations, ils sont dégoûtés par tout ce qui se passe, ils sortiront. Ils sortiront, donc on n'est vraiment pas pressé. 50 000 personnes, 100 000 personnes. On ne dit pas de nom parce que c'est une simple formalité. C'est une formalité que les gens viendront. Les gens viendront et moi je suis convaincu que l'espace qui sera choisi va être débordé. L'espace va être débordé. Donc vraiment c'est... comme je l'ai dit, ce n'est pas un défi. Parce que dans l'immédiat même, le jeudi 22, nous avons une grande manifestation du PDCIDA pour la prestation d'ici d'Abidjan à Cocody. C'est très très important. Donc je demande vraiment par votre canal à demander à tous les Ivoiriens de sortir massivement pour véhiculer ce message de paix. Que nous ne voulons plus que la Côte d'Ivoire retourne dans les problèmes que nous avons connus dans le passé. Et la seule manière de faire en sorte que cela se passe, il faudrait que tous ceux qui sont dans leur domicile sortent. Et même si la politique ne les intéresse pas. Mais si la Côte d'Ivoire s'embrase, ils vont aussi en payer le prix. Donc il est important qu'ils sortent tous, parce que c'est un meeting de paix. Il faudrait qu'ils viennent tous massivement à ce meeting-là pour qu'on soit nombreux, pour demander au gouvernement de faire en sorte qu'on puisse s'asseoir sur la table de négociation pour discuter, pour éviter qu'on ait des morts. Bon, moi, je considère que ce n'était pas approprié par rapport à la lutte que nous menons actuellement. Et le ministre Gikawe n'est pas le seul conseiller du président. Il y en a plusieurs. Et à ma connaissance, les conseillers, dans leur ensemble, n'ont pas été consultés pour cette décision-là. Parce que nous sommes en train de mener une lutte face au pouvoir en place. Et aujourd'hui, l'acte que le président a posé a été salué par tout le monde entier. Parce qu'il n'y a pas eu de fuite. Moi, je veux dire, vous voyez, depuis que le président est confronté à ces problèmes judiciaires, nous avons le président Dossimon, président du groupe parlementaire PDCIDA, conseiller spécial du président Tidjane Thiam, qui a été présent à toutes les luttes, au plateau. Vous avez vu ses déclarations pour protester. Il a été molesté par les policiers. Il est le conseiller aussi spécial du président Tidjane Thiam. Lui, il m'a dit qu'il n'a pas été informé. Il a pris tout le monde de court. Vous voyez, si Dossimon, le président Dossimon, par rapport à tout ce qu'il a eu à faire, n'a pas démissionné, parce qu'il considère que l'acte que le président a posé, stratégiquement, était très important pour la suivi de la Côte d'Ivoire, pour la suivi du PDCIDA. Nous avons le doyen Ezalé Philippe, qui est aussi le conseiller spécial du président, chargé des délégations et des sections. Et le président du comité électoral. Non, avant même qu'il soit le président du comité électoral, il n'a pas été aussi informé. Donc si le président Ezalé même n'a pas été informé, mais malgré cela, il a pris sur lui d'organiser le congrès.
difficile pour organiser le congrès. Nous avons le vice-président Benjo. Malgré cela, est resté encore aux côtés du président. Vous voyez? C'est ça aussi. Militer pour un chef, pour un leader. Mais au finish, l'acte que le président a posé, ça a servi au PDCI, oui ou non? Ça a servi au PDCI. Ça a été salué dans le monde entier. Donc, le président Guiraoui a démissionné. Nous souhaitons bon vent. Mais nous considérons qu'au PDCI, nous avons un seul leader. Et ce leader-là, c'est le président Tidjane Thiam. Et nous serons à sa disposition. Toutes les décisions qu'il prendra, c'est notre responsabilité de les défendre. Parce que nous sommes convaincus que lui, il a la vision. Il sait où il nous envoie. Et à partir de ce moment-là, nous le suivons. Sans état d'âme. Voilà. Donc c'est pourquoi je dis que nous saluons ces personnes qui ont été aux côtés du président et qui demeurent aux côtés du président. C'est ça la politique. La politique, c'est la loyauté. Quand tu es loyal, tu n'es dans aucun calcul. Qu'on se consulte, on ne te consulte pas. Moi, j'ai appris l'information comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais je suis mon leader. Je suis avec lui. C'est ça. Un militant engagé. Quelqu'un qui croit en la vision de son chef. Qu'il m'a appelé, qu'il ne m'a pas appelé, ça m'est égal. Moi, je peux faire 2 semaines, 3 semaines sans entendre le président. Mais ce n'est pas possible que je fasse 1 semaine sans faire d'activité pour lui. Parce que c'est mon président, c'est mon chef. Je n'attends pas qu'il m'appelle chaque jour, qu'il me consulte pour quoi que ce soit, ce n'est pas mon problème. Le plus important, c'est que nous arrivons à destination. Et la destination, c'est que nous récupérons le pouvoir d'État. C'est ça qui est le plus important pour nous. C'est ce qui est le plus important. Donc c'est pourquoi je dis aux militants de rester concentrés. Parce que lorsque nous avons une victoire, parce que ce qui s'est passé, où le président a été élu à 99,70%, c'est une victoire pour le PDCI-RDA. Parce que les secrétaires généraux que vous voyez là, ce n'est pas le président Tidjane Thiam qui les a nommés. Hein. Ils ont été élus en 2013, lors du congrès. Vous voyez, en 2013, ça fait plus de 10 ans que ces secrétaires généraux là, qui ont voté le président Tidjane Thiam à 99,77% là, ils ont été là depuis 2013. Il y a eu des militants, des grands cadres du parti qui ont été débauchés, qui sont partis. Mais les mêmes secrétaires là sont restés en place. Ils ne sont pas partis. Et eux ont voté encore le président Tidjane Thiam pour lui dire que nous, la base, nous sommes avec toi. Il ne faudrait en aucun cas que tu succombes au chantage de qui que ce soit. Nous te soutenons. À partir du moment où la base est avec lui, c'est suffisant. Voilà, donc moi j'aimerais, pour conclure, vous dire merci. Vous dire merci pour cet espace que vous m'offrez. Et parallèlement aussi, attirer aussi l'attention des Ivoiriens sur un fait, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, concernant la révision de la liste électorale. Cette révision de la liste électorale, elle est d'actualité et elle doit avoir lieu. Elle doit avoir lieu. Et vous voyez, nous sommes à une période présidentielle, électorale présidentielle. Et ce qu'on a constaté, et Kubel l'a dit, hein, il n'y a pas d'affluence parce qu'elle doit se faire annuellement. Mais lorsque nous rentrons dans une période électorale présidentielle, il y a un pic. Vous voyez, en 2015, il n'y avait pas d'affluence. Et quand il y a eu l'élection, il y a eu une élection en 2015, on a eu 500 000 personnes qui se sont enrôlées. Et ça avait été considéré comme un événement majeur, parce que c'était la première fois.
l'élection est toujours un élément mobilisateur. Mobilisateur. Et surtout l'élection présidentielle, parce que les Ivoiriens comprennent très bien ce que est une élection présidentielle. Donc il y a eu 500 000 personnes qui se sont enrôlées. Après, on a eu des années où il y a eu 100 000 personnes, 150 000 personnes, 250 000, 220 000 personnes. Mais quand nous sommes arrivés en 2020, une élection présidentielle, on a eu 908 000 personnes qui se sont fait enrôler. Parce que c'est une élection présidentielle. Et là, nous avons fait l'enrôlement en 2024, qui n'était pas une période électorale, et on a eu 900 000 personnes qui se sont fait enrôler et 500 000 qui ont fait des déplacements. Donc, pour vous, il y a encore du monde. Donc, élection présidentielle 2025, si nous faisons l'enrôlement, si déjà, parce qu'en 2024, on a eu 1 million, plus d'1 million, mais ça veut dire qu'en 2025, tout le monde sait qu'il y a une élection présidentielle qui arrive. Mais on peut atteindre facilement 2 millions. Donc, le pouvoir en place de sachant, parce que c'est eux qui ont les bases de données, sachant que si ils font la révision de la liste électorale en 2025, il y aura un nombre immense d'Ivoiriens qui vont se faire enrôler. Et donc, ils font la sourde oreille pour faire en sorte que la révision de la liste électorale n'aura pas lieu. Cette révision de la liste électorale aura lieu. Elle aura lieu. Tout dépend de nous. Il ne faudrait pas que nous oublions cette revendication-là. Elle doit avoir lieu parce qu'elle a eu lieu en juin 2025, 2015, où il y a eu 500 000 enrôlés. En 2020, elle a eu lieu en juin. Il y a eu 908 000 personnes qui se sont enrôlées. Et en 2025, nous sommes en juin. Le mois de juin arrive. Donc on peut le faire. Voilà, on peut le faire. Donc moi je demande seulement qu'il faut que nous maintenons la pression sur la réalisation de la révision de la liste électorale en 2025. Elle doit avoir lieu parce que nous avons un grand nombre d'Ivoiriens qui n'attendaient que cette année pour se faire enrôler. Et il faudrait que nous nous battions pour que cela se fasse. Le pouvoir en place essaie de nous faire croire que nous nous battons pour le président Tidjane Thiam. Il n'en est rien. Nous savons qu'il y a plus de 2 millions d'Ivoiriens qui ne sont pas fait enrôler, qui sont disposés à se faire enrôler. Il faut que cette révision de la liste électorale soit effective afin que ces Ivoiriens puissent voter en 2025. Avant les élections. Avant les élections, parce qu'en réalité, c'est un leurre. Voilà, c'est un leurre. Ce n'est pas possible de faire une révision de la liste électorale après novembre. Voilà. S'ils peuvent le faire de novembre à décembre, ça veut dire qu'ils peuvent le faire de juin à juillet ou de juillet à août. La raison qu'ils évoquent, c'est qu'il y a le parrainage et qu'on ne peut pas prendre des personnes il y a des gens qui ont été éliminés parce qu'ils ont eu à prendre des gens qui étaient sur la liste provisoire. Mais ça, c'est pas un argument. On n'a qu'à dire que ceux qui veulent être candidats à la présidentielle doivent prendre... Les seules personnes qui doivent les parrainer sont des personnes qui ont été sur les listes définitives. Donc on va se baser sûrement sur les listes définitives. Ces définitives, ça date de 2000 jusqu'à 2020. Voilà, tous les nouveaux enrôlés, on vérifie clairement que bon, vous avez été enrôlé, maintenant nous ne vous prenons pas. On prend ceux qui ont été enrôlés dans la liste définitive pour avancer avec eux. C'est simple. Donc c'est un faux argument de venir dire que c'est parce qu'on ne veut pas travailler sur la liste provisoire parce que ça a permis d'éliminer certains candidats. Si l'information passe pour dire que les personnes qui sont sur la liste provisoire ne peuvent pas parrainer un candidat, on ne les utilisera pas. Donc j'appelle les Ivoiriens à continuer la pression sur la révision de la liste électorale pour que cette révision de la liste électorale soit effective afin que le président de la République de la Côte d'Ivoire soit élu par la majorité des Ivoiriens. Je vous remercie. Merci.